La plume du prince Antoine flottait au-dessus du parchemin, une ombre noire suspendue entre le devoir et le dégoût. Dans la chambre opulente du palais royal, l'air était lourd, saturé de l'odeur des remèdes anciens et du velours poussiéreux, chaque seconde alourdie par la respiration rauque du roi Auguste, mourant dans son lit monumental. Le silence n'était rompu que par ce souffle fragile et le crépitement d'un feu dans l'âtre, dont les flammes dansaient sur les dorures des murs, projetant des éclats de lumière sur le visage impassible du prince. Sa mâchoire était contractée, ses yeux d'un bleu glacial fixés sur la ligne où son nom devait être apposé, scellant non seulement l'avenir d'un royaume, mais aussi le destin d'une inconnue. De l'autre côté de la pièce, Élodie se tenait immobile, une silhouette fragile perdue dans une robe de soie empruntée, une parure qui semblait la dévorer. C'était un mariage forcé, un pacte cruel dicté par la nécessité d'un héritier, et elle en était le sacrifice silencieux. De l'autre côté de la grande chambre, près d'une fenêtre donnant sur des jardins qu'elle ne verrait jamais avec des yeux libres, se tenait Élodie. Ses mains, abîmées par une vie de misère dans les rues de Paris, étaient crispées sur les plis de la robe de soie, un vêtement si étranger à sa peau qu'il la brûlait comme une cage de feu. Elle n'était qu'une mendiante, choisie précisément pour son absence de nom, de famille, de pouvoir. Un réceptacle vierge pour une lignée royale. Ses grands yeux bruns, habituellement remplis d'une lueur de défi face au monde, étaient maintenant écarquillés, fixant non pas le roi mourant, mais la main du prince Antoine, cette main qui tenait son avenir en otage. Elle observait la scène comme si elle était en dehors de son propre corps, une spectatrice de sa propre condamnation. Sous la peur qui glaçait ses veines, une étincelle de dignité refusait de s'éteindre, une promesse silencieuse qu'elle ne se laisserait pas briser, même si elle devait être pliée à leur volonté. Un murmure rauque s'éleva des draps de satin. C'était le roi, son dernier souffle transformé en un ordre. Signe, Antoine, pour le royaume. Ce n'était pas une supplication, mais un commandement absolu, le dernier acte de pouvoir d'un souverain. Le son de la plume grattant le papier résonna alors dans la pièce avec la violence d'un coup de canon. Chaque trait d'encre était une chaîne se refermant autour du poignet d'Élodie. Le prince ne la regarda pas. Son geste était mécanique, froid, empreint d'un mépris glacial pour ce contrat qui le liait à une femme qu'il considérait comme indigne de son nom. La signature fut achevée, une calligraphie parfaite et impitoyable. Le document était désormais un testament, un acte de propriété. Il n'y avait pas de cérémonie, pas de vœux, seulement le silence pesant d'un marché conclu sur un lit de mort, un marché où une âme venait d'être échangée contre la survie d'une couronne. Si cette histoire, scellée par l'encre et le devoir, a déjà commencé à toucher votre cœur, alors abonnez-vous pour vivre avec nous chaque instant de ce destin en marche. Aimez cette vidéo pour nous montrer votre soutien et partagez en commentaire ce que ce pacte cruel vous inspire. Le roi exhala son dernier soupir, un son presque inaudible qui sembla libérer la pièce de sa tension mortelle. Les médecins se précipitèrent discrètement, mais Antoine ne bougeait pas. Il se leva lentement, sa haute stature dominant la pièce, et son regard se posa enfin sur Élodie. Ce n'était pas le regard d'un époux, mais celui d'un maître inspectant une acquisition. Ses yeux la parcoururent de haut en bas, notant la pauvreté mal dissimulée sous la soie, la peur dans sa posture. Il n'y avait ni pitié ni chaleur dans ce regard, seulement la froide confirmation qu'elle était désormais sa possession, un instrument pour accomplir son devoir dynastique. Le prince s'approcha d'elle, ses pas feutrés sur le tapis épais ne faisant aucun bruit, comme un prédateur s'approchant de sa proie. Il ne lui tendit pas la main. Il ne prononça aucune parole de réconfort. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, était aussi tranchante que le verre brisé. « Vous connaissez vos obligations. Vous me donnerez un héritier. C'est la seule raison de votre présence ici. Ne l'oubliez jamais. » Chaque mot était une pierre jetée contre sa dignité. Il attendait d'elle une soumission totale, une obéissance aveugle à la clause la plus importante de leur contrat non dit. Elle était devenue la princesse Élodie, mais son titre n'était qu'une façade pour sa véritable fonction, un ventre royal. La décision avait été prise pour elle, son corps et son avenir désormais liés à la volonté de cet homme orgueilleux qui la voyait non comme une femme, mais comme le salut de sa lignée. Elle était maintenant prisonnière de ce palais doré, son unique but étant de porter l'enfant qui la rendrait ensuite inutile. Elle se retrouvait donc là, dans le faste glacial du palais, une étrangère dans sa propre vie.
La signature sur ce contrat l'avait arrachée à l'anonymat des rues pour la propulser dans une cage dorée, sous le regard méprisant de son mari, le prince Antoine. Sa mission, gravée dans le marbre de la tradition royale, était claire et impitoyable: concevoir un héritier pour le trône. Le prince n'attendait rien de plus, rien de moins. Il exigeait d'elle qu'elle se plie à son devoir sans un mot, qu'elle accepte son rôle de mère porteuse dynastique, avant d'être écartée une fois sa tâche accomplie. Mais comment une simple mendiante de Paris avait-elle pu se retrouver au cœur de ce drame royal, son existence entière suspendue à la plume d'un prince? Pour le comprendre, il fallait revenir en arrière, quelques semaines plus tôt, à l'instant précis où le destin avait commencé à tisser sa toile impitoyable autour d'elle. Quelques semaines avant cette nuit funeste où l'encre scella son destin, la vie d'Élodie n'était qu'une symphonie de gris et de froid. Elle n'était pas née dans la misère, mais la fille unique d'un horloger dont le talent était la seule fortune. Leur petite boutique, nichée dans une ruelle pavée de Paris, embaumait autrefois le métal poli et l'huile fine, un sanctuaire où le temps lui-même semblait s'arrêter pour admirer le travail de son père. Mais la maladie avait été un voleur impitoyable, emportant d'abord sa mère, puis rongeant lentement son père, jusqu'à ne laisser qu'une montagne de dettes et un silence assourdissant. La boutique fut saisie, les outils vendus, et Élodie se retrouva jetée dans la rue, avec pour seul héritage le souvenir d'une chaleur qui n'existait plus. Chaque pierre froide sous ses pieds usés était un rappel cruel du foyer qu'elle avait perdu, de la dignité qui lui avait été arrachée. Sa survie était une bataille quotidienne, une lutte silencieuse contre la faim qui tordait ses entrailles et le regard des passants qui la traversaient comme si elle était invisible. Elle dormait dans les renfoncements des ponts de la Seine, le murmure de l'eau comme seule berceuse, s'enveloppant dans un châle usé qui portait encore le lointain parfum de sa mère. Mais même dans cette déchéance, une flamme de fierté refusait de s'éteindre. Elle ne mendiait pas avec la main tendue des désespérés. Elle offrait de petits services, balayant les seuils des commerces pour une pièce ou un morceau de pain, sa silhouette frêle se mouvant, avec une grâce qui détonnait avec la saleté de ses vêtements. Elle gardait son visage propre, ses longs cheveux bruns noués avec soin, s'accrochant à ces infimes vestiges de son ancienne vie, comme à une bouée de sauvetage dans un océan de désespoir. C'était sa résistance, sa déclaration muette au monde qu'elle était plus que la pauvreté qui la rongeait. La menace qui la hantait prit un visage un jour de pluie glaciale. Les créanciers de son père, des hommes au cœur aussi dur que le granit des bâtiments parisiens, la retrouvèrent. Ils l'encerclèrent sur la place du marché, leur voix forte et accusatrice attirant les regards curieux et méprisants de la foule. Ils brandirent des papiers, parlèrent de la prison pour dette, de la honte publique qui s'abattrait sur le nom de sa famille, un nom qui ne signifiait plus rien pour personne, sauf pour elle. La boue de la place sembla l'engloutir, chaque mot prononcé était une gifle, chaque regard une pierre. La peur, une peur froide et paralysante, s'empara d'elle. Elle n'avait rien, pas un sou pour apaiser leur rapacité. Elle était piégée. Sa liberté n'étant plus qu'une question d'heures avant de lui être arrachée pour de bon, la condamnant à périr dans l'ombre humide d'une geôle. C'est alors, au plus profond de son désespoir, qu'une voiture noire, sans armoirie, mais d'une élégance funèbre, s'arrêta à quelques pas. 2 hommes en descendirent, vêtus de sombre, leurs visages impassibles comme des masques de cire. Ils s'approchèrent, dispersant les créanciers d'un simple geste de la main et d'une bourse lourde qui changea de propriétaire avec une rapidité déconcertante. L'un d'eux se tourna vers Élodie, son regard ne trahissant aucune pitié, seulement une évaluation froide et précise. Il ne lui offrit pas le salut, mais une proposition qui ressemblait étrangement à une sentence. Il connaissait son histoire, son isolement, son absence totale de lien. Elle était pour eux l'instrument parfait, une page blanche sur laquelle le destin du royaume pouvait être écrit. Ils lui offrirent une issue, une porte de sortie de sa misère, mais elle sentit instinctivement que cette porte menait à une prison bien plus vaste que celle des débiteurs. Conduite dans une maison discrète mais opulente, on lui exposa les termes du contrat. Les mots étaient choisis avec soin, polis et froids, dépouillés de toute émotion. Mariage, prince, héritier, devoir. Chaque syllabe pesait une tonne, construisant les barreaux de sa future cage dorée. Elle devait donner son corps au royaume, produire un enfant qui ne lui appartiendrait jamais vraiment, puis s'effacer,
disparaître avec une fortune qui lui garantirait le silence pour le restant de ses jours. Une vague de nausée la submergea. C'était une transaction commerciale où elle était à la fois la marchandise et le prix. Elle tenta de protester, sa voix un murmure tremblant dans le silence de la pièce luxueuse, questionnant son avenir, le sort de l'enfant. Les réponses furent évasives, la ramenant toujours à son point de départ. Le choix entre cette servitude dorée et la ruine absolue. Le monde lui avait tout pris, et maintenant, il exigeait son âme. Elle accepta, non par choix, mais par absence de choix. C'était un murmure brisé, le son de sa propre volonté se fracturant sous le poids écrasant des circonstances. Son état émotionnel était un chaos de terreur et de résignation, une tempête silencieuse faisant rage derrière ses yeux, devenue trop grand pour son visage pâle. Sa vulnérabilité était désormais sa seule identité. Une orpheline sans nom, sans protection, dont la dette venait d'être transférée de simples usuriers à la couronne elle-même. Elle se trouvait maintenant dans une chambre somptueuse, où des servantes la baignaient et la préparaient, leurs mains expertes la transformant en une poupée de porcelaine destinée à un autel sacrificiel. La porte s'ouvrit, révélant la nuit et la silhouette imposante du palais royal qui l'attendait. C'était là, au seuil de cette nouvelle vie, qu'elle allait rencontrer le prince, l'architecte de son destin, dans la chambre d'un roi mourant. La porte de chêne massif s'ouvrit sans un bruit, la poussant doucement dans l'antichambre de son destin. Élodie avança sur un tapis si épais que ses pieds semblaient s'enfoncer dans un sol de velours rouge sang, un chemin silencieux menant directement au cœur du pouvoir et de la mort. L'air était une mixture suffocante de cire d'abeille, d'encens médicinal et de la présence écrasante de la richesse, si dense qu'elle pouvait presque la goûter sur sa langue. Ses yeux, habitués à la lumière crue des rues parisiennes, mirent un instant à s'adapter à la pénombre dorée de la pièce, illuminée seulement par le feu d'encens dans l'âtre et quelques candélabres. Puis elle le vit, non pas le roi mourant perdu dans l'immensité de son lit à baldaquin, mais le prince. Il se tenait de dos, une silhouette haute et rigide vêtue de noir, une statue de deuil et d'autorité figée face à la fenêtre, contemplant une nuit qu'elle devinait aussi sombre que la sienne. Au son subtil de la porte se refermant, Antoine se retourna lentement, son mouvement fluide et contrôlé, celui d'un homme habitué à commander l'espace autour de lui. Son regard balaya la pièce avant de se poser sur elle, et dans cette fraction de seconde, Élodie sentit le poids de son jugement comme une chape de plomb. Ses yeux, d'un bleu aussi froid et profond que la glace d'un lac en hiver, la dévisagèrent sans la moindre trace de chaleur ou de compassion. Il la détailla de la tête aux pieds, son expression se durcissant imperceptiblement en notant la robe de soie mal ajustée, la pâleur de sa peau, la manière dont ses mains se tordaient nerveusement. Pour lui, elle n'était pas une femme, mais une solution indésirable, une nécessité embarrassante. Son mépris était si palpable qu'il en était presque une caresse glaciale, une première impression qui gravait dans sa chair la nature de leur future relation, celle d'un maître et de sa possession la plus méprisée. Pourtant, sous la vague de peur et d'humiliation qui la submergeait, Élodie ne baissa pas les yeux. Elle soutint son regard et pour la première fois depuis des semaines, elle puisa dans les dernières réserves de sa fierté. Elle vit au-delà de l'arrogance princière, au-delà de la posture rigide et du visage impassible. Elle perçut la faille, la tension insoutenable dans sa mâchoire, la solitude abyssale qui se cachait au fond de ses iris glacés. Cet homme n'était pas seulement son bourreau, il était lui-même un prisonnier, enchaîné à un trône, à un nom, à un devoir qui le forçait à commettre cet acte cruel. Une étrange et dangereuse étincelle de compréhension traversa son esprit. Elle ne serait peut-être pas sa victime consentante. Dans ce silence chargé d'électricité, un duel muet s'engagea. La collision de deux mondes, de deux solitudes qui se reconnaissaient instinctivement dans l'ombre de la tragédie qui les unissait de force. Le prince s'avança vers elle, chaque pas mesuré et délibéré, réduisant la distance qui les séparait avec une lenteur prédatrice. L'air se raréfia autour d'Élodie, son cœur battant un rythme assourdissant contre ses côtes. Il s'arrêta si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, sentir le parfum subtil de cuir et d'eau de Cologne, un contraste saisissant avec l'odeur de mort qui imprégnait la pièce. Il était immense, une montagne de velours noir et de pouvoir qui la dominait entièrement.
Sa présence était une menace physique, une affirmation silencieuse de sa domination totale sur elle. Il ne lui tendit pas la main, ne prononça aucune parole de bienvenue ou d'introduction. Il se contenta de la regarder, son visage une toile vierge où seules ses prunelles bleues brûlaient d'une intensité froide, un regard qui la dépouillait de tout, la réduisant à sa fonction, à l'objet du contrat qui reposait sur la table attendant l'encre de sa signature. Quand sa voix s'éleva enfin, elle était plus basse et plus rauque qu'elle ne l'avait imaginé, un murmure qui tranchait le silence comme une lame. « Vous comprenez pourquoi vous êtes ici. Ce n'était pas une question, mais une affirmation, un rappel brutal de sa condition. Il n'y aura pas de sentiment, pas d'illusion. Vous remplirez votre devoir envers cette couronne, vous me donnerez un héritier, et ensuite, vous serez libre de disparaître avec une fortune qui vous assurera de ne jamais plus connaître la misère. C'est tout ce que j'exige. C'est tout ce que vous obtiendrez. » Chaque mot était choisi pour la blesser, pour ériger un mur infranchissable entre eux. Il attendait une réaction, des larmes, une supplication, n'importe quel signe de faiblesse qui confirmerait son mépris. Mais Élodie resta silencieuse, son menton légèrement relevé, ses yeux grands ouverts fixés sur les siens. Son absence de réponse était sa seule arme, un défi muet qui semblait le déconcerter. Ce fut cette résilience inattendue qui provoqua la première fissure dans son armure de glace. Un froncement de sourcils presque imperceptible, un bref vacillement dans son regard. Il avait anticipé une créature brisée, facile à contrôler et à oublier, mais il se retrouvait face à une dignité silencieuse qui le mettait mal à l'aise. Cette femme, sortie du caniveau, osait le défier sans un mot. Agacé par cette complication imprévue, il lui tourna le dos brusquement, se dirigeant vers le bureau où la plume et le parchemin l'attendaient. Ce geste était une fin de non-recevoir, la confirmation que sa volonté à elle n'avait aucune importance. La situation était scellée. Il allait signer ce pacte maudit, et elle, la mendiante de Paris, deviendrait par la force des choses une princesse de sang royal, une prisonnière dans une cage dorée dont il était le seul gardien. Le roi toussa faiblement, rappelant à tous la raison de leur présence en ce lieu maudit. Les jours qui suivirent la mort du roi furent un brouillard de silence et de velours. Élodie fut conduite dans une suite d'appartements dont la splendeur insultait sa peine et sa peur. Chaque meuble doré, chaque tenture de soie, chaque miroir reflétant son image de prisonnière élégante était une barrière de plus entre elle et le monde qu'elle avait connu. Le prince Antoine ne lui rendit pas visite. Ses ordres lui parvenaient par l'intermédiaire d'une dame de compagnie au visage sévère, une femme nommée Madame de Valois, dont le regard la jugeait à chaque instant. Elle devait apprendre l'étiquette, la généalogie, l'histoire d'une famille qui n'était pas la sienne. Ses journées étaient une succession de leçons silencieuses, de repas solitaires servis dans une vaisselle d'argent trop lourde pour ses mains. Elle n'était pas une princesse, mais une recrue soumise à un entraînement intensif, préparée pour une unique mission. La solitude était son unique compagne, une ombre froide dans le luxe étouffant de sa cage. Pourtant, Élodie ne se laissa pas briser. Elle opposait au mépris silencieux de son entourage une dignité inébranlable. Elle apprenait vite, sa mémoire vive absorbant les noms et les dates avec une précision qui déconcertait ses tuteurs. Elle ne se plaignait jamais, ne pleurait jamais en public. Son arme était le silence, un silence poli et distant qui déstabilisait ceux qui s'attendaient à de la soumission ou à des larmes. Un soir, Antoine, passant devant la bibliothèque, la vit assise près de la fenêtre. Un lourd volume sur les genoux, le clair de lune sculptant son profil concentré. Il s'arrêta, caché dans l'ombre du couloir, observant cette femme qui aurait dû être anéantie, mais qui, au contraire, semblait puiser une force nouvelle dans la connaissance. Une lueur de curiosité, tenace et irritante, perça son indifférence. Elle n'était pas l'ignorante qu'il avait imaginée. Il y avait en elle une profondeur, une résilience qui le fascinait autant qu'elle l'agaçait, car cela compliquait son plan de la rejeter sans remords. La cour, cependant, n'était pas si facilement impressionnée. L'existence d'Élodie, d'abord un secret bien gardé, commençait à faire l'objet de rumeurs sournoises qui serpentaient dans les couloirs du palais. L'antagonisme prit un visage en la personne de la duchesse Isabelle, la tante du prince, une femme dont l'ambition était aussi acérée que les diamants qu'elle portait. Elle voyait en Élodie une usurpatrice, une tache sur le blason de leur lignée. Lors de leur première rencontre, la duchesse la dévisagea avec une insolence calculée, ses paroles mielleuses
cachant des pics empoisonnés sur ses origines modestes et son manque de raffinement. Élodie sentit le venin, mais elle ne flancha pas, répondant avec une courtoisie glaciale qui laissa la duchesse furieuse et décontenancée. Cette confrontation marqua le début d'une guerre froide, où chaque regard, chaque mot était une manœuvre dans un jeu de pouvoir dont Élodie ne connaissait pas encore toutes les règles. Antoine fut informé de l'incident. Il aurait dû s'en réjouir, voir sa tante commencer le travail de sape qui l'arrangerait à terme. Pourtant, à la description du calme olympien d'Élodie face aux insultes voilées, il ressentit une étrange et déplaisante bouffée d'admiration. Il convoqua sa tante dans son bureau et d'une voix dont la froideur surprit même la duchesse, il lui ordonna de laisser la princesse en paix. Il ne le fit pas pour Élodie, se convainquit-il, mais pour affirmer son autorité. La princesse, aussi indésirable soit-elle, était son épouse, et nul ne devait la défier sans son consentement. Mais au fond de lui, une autre vérité commençait à émerger. Il détestait voir cette femme, qu'il avait lui-même humiliée par ce mariage, être la cible de la cruauté des autres. C'était son fardeau, sa responsabilité, et il se surprit à vouloir la protéger de la meute de loups qui composait sa propre famille, une impulsion possessive qui le troublait profondément. Le conflit latent devait bientôt éclater au grand jour. Le premier dîner d'État depuis la mort du roi approchait, un événement incontournable où Antoine devait présenter officiellement sa nouvelle épouse à l'aristocratie du royaume et aux ambassadeurs étrangers. La nouvelle tomba comme un coup près. Antoine la lui annonça lui-même un soir, en la trouvant dans les jardins où elle s'était réfugiée. Sa voix était neutre, mais ses instructions étaient claires et brutales. Elle devait être parfaite. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire serait scruté, analysé, jugé. Un seul faux pas de sa part rejaillirait sur lui, sur la couronne. Il lui fit comprendre que son avenir, et la facilité avec laquelle il la renverrait, dépendaient de sa performance. Ce n'était pas une invitation, mais une menace. Elle devait jouer le rôle de la princesse parfaite pour une nuit, avant de retourner à son invisibilité programmée, suspendue au-dessus du vide de l'humiliation publique. Ainsi, après plusieurs semaines écoulées dans une tension palpable, leur relation était un champ de bataille silencieux. Ils vivaient sous le même toit, mais dans des mondes séparés, liés par un contrat et une méfiance mutuelle, mais aussi par une curiosité grandissante qu'aucun des deux n'osait admettre. La haine initiale d'Antoine se nuançait d'une fascination réticente pour sa force tranquille, tandis qu'Élodie voyait les fissures de vulnérabilité sous l'armure d'arrogance du prince. La duchesse Isabelle, quant à elle, était devenue le symbole de l'hostilité de la cour, une menace constante qui attendait le moindre faux pas. Le prochain dîner d'État était devenu l'épreuve ultime, le théâtre où leur fragile et conflictuelle dynamique serait exposée aux yeux de tous, préparant le terrain pour une humiliation qui pourrait soit les détruire, soit paradoxalement, forger le premier maillon d'une chaîne entièrement nouvelle entre eux. Le soir du grand dîner d'État arriva comme une sentence inévitable, drapée dans le faste et la froideur du protocole royal. Élodie se tenait devant le miroir, une étrangère dans la somptueuse robe de velours bleu nuit que les servantes avaient choisie pour elle. Le tissu était doux comme une caresse, mais il pesait sur ses épaules comme un linceul. Antoine entra dans la pièce sans frapper, déjà vêtu de son uniforme de cérémonie, les médailles sur sa poitrine brillant d'un éclat glacial. Il ne la regarda pas vraiment, son regard glissant sur elle comme sur un objet qu'il fallait inspecter. « Marchez à mes côtés, ne parlez que si l'on vous adresse la parole. Souriez poliment. Ne montrez aucune émotion, surtout ne me faites pas honte. » Chaque instruction était une chaîne de plus à son carcan. Elle hocha la tête, la gorge nouée. Le temps de la préparation était terminé. Elle allait être jetée dans l'arène, et son seul gladiateur la voyait déjà comme une cause perdue, une faiblesse à dissimuler aux yeux du monde. La grande salle de bal était un océan de lumière et de murmures. Des milliers de bougies dansaient sur les lustres de cristal, projetant des éclats de diamants sur les soieries et les bijoux de l'aristocratie assemblée. La musique de l'orchestre flottait dans l'air, une mélodie élégante qui ne parvenait pas à masquer la tension sous-jacente. En entrant au bras du prince Antoine, un silence se fit, suivi d'une vague de chuchotements qui la suivit comme une ombre. Chaque regard était une aiguille, chaque sourire une évaluation. Elle sentit le bras d'Antoine se raidir sous sa main, un signe de son irritation. Elle se força à garder la tête haute, à se souvenir des leçons de Madame de Valois.
son visage un masque de sérénité fragile. Pendant un instant, alors qu'il prenait place à la table d'honneur, elle crut qu'elle pourrait survivre à cette épreuve. Elle échangea quelques mots polis avec un ambassadeur, sa voix étonnamment stable. Mais elle sentait le regard de la duchesse Isabelle posé sur elle, un regard patient, celui d'une araignée, attendant que sa proie soit bien prise dans sa toile. Le piège se referma au milieu du repas. La duchesse Isabelle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids, attira l'attention de la table. « Votre Altesse », dit-elle en s'adressant à Élodie, sa voix mielleuse portant dans le silence relatif. « Nous admirons tous votre incroyable adaptation. Passer d'une vie si simple à ceci doit être un véritable choc. Dites-nous, est-ce que les pavés froids de Paris vous manquent parfois ?» La question tomba comme une pierre dans un lac tranquille, créant des ondes de choc qui se propagèrent à travers toute la salle. L'allusion était claire, brutale, conçue pour l'humilier de la manière la plus publique qui soit. Le mot « pavé » n'était pas anodin. C'était un rappel empoisonné de ses origines, de la mendiante qu'elle avait été. Le silence devint assourdissant. Tous les visages se tournèrent vers elle, avides de voir sa réaction, attendant de la voir s'effondrer sous le poids de la honte. Le sang quitta le visage d'Élodie, la laissant pâle comme la nappe immaculée devant elle. Dans cette seconde qui sembla durer une éternité, Élodie tourna instinctivement son regard vers Antoine. C'était un appel à l'aide muet, une supplication silencieuse de l'allié improbable que le destin lui avait imposé. Elle cherchait en lui non pas de l'amour, mais une simple once de protection, le rempart qu'un mari, même un mari de contrat, devait offrir. Mais le prince resta figé, son visage une statue de marbre. Il était pris au dépourvu, son esprit de stratège paralysé par la violation flagrante du protocole et la cruauté de l'attaque. Défendre cette femme signifierait valider les rumeurs, admettre publiquement la nature de leur union, et son orgueil ne pouvait le supporter. Ne rien dire, c'était la sacrifier. Il choisit le silence. Ce silence fut plus violent qu'une gifle, plus tranchant que n'importe quelle insulte. C'était un abandon, une trahison. Il la laissa seule, exposée et sans défense, sous le feu croisé des regards de toute la cour. Voyant son espoir anéanti dans le silence glacial de son mari, une force insoupçonnée jaillit des profondeurs de l'âme d'Élodie. La peur se mua en une colère froide et digne. Elle se redressa lentement, son dos devenant une ligne droite et inflexible. Elle ne regarda plus Antoine. Elle fixa la duchesse Isabelle, ses grands yeux bruns ne contenant plus de la terreur, mais un calme souverain qui déconcerta son agresseur. Sans un mot, elle posa délicatement sa serviette sur la table, se leva de sa chaise avec une grâce qui fit taire les derniers murmures et fit une légère révérence à l'assemblée stupéfaite. Puis, elle tourna le dos à la table d'honneur, à son mari, à son humiliation, et traversa la salle de bal, la tête haute. Chaque pas sur le sol de marbre poli résonnait comme un battement de cœur. Elle ne fuyait pas. Elle se retirait d'un champ de bataille où elle avait été trahie. Sa sortie fut un acte de défi plus puissant que n'importe quelle réplique. Une fois les portes dorées de la salle de bal refermées derrière elle, le masque de dignité d'Élodie se brisa en 1000 morceaux. L'adrénaline la quitta, la laissant tremblante et vide. Elle se mit à courir, ses talons claquant sur le marbre des couloirs déserts, les larmes qu'elle avait retenues coulant enfin, chaudes et amères, sur ses joues glacées. Elle ne savait pas où elle allait, cherchant seulement à fuir le son des rires étouffés qu'elle imaginait derrière elle. Elle poussa une porte-fenêtre et se retrouva dans les jardins du palais, l'air froid de la nuit la saisissant comme une main de glace. Elle s'effondra sur un banc de pierre, caché dans l'ombre d'un rosier, et laissa enfin échapper les sanglots qui déchiraient sa poitrine. Dans la salle, Antoine sortit de sa torpeur, le regard vide d'Élodie gravé dans son esprit. La honte brûlante et corrosive le submergea. Il se leva brusquement, ignorant les appels de sa tante, et quitta la salle, son cœur battant à un rythme de panique et de regret, suivant la trace de la femme qu'il venait de détruire. Il la chercha d'abord dans les dédales sombres des jardins, le cœur battant la chamade contre ses côtes, une panique froide et inconnue s'emparant de lui. Antoine, le prince habitué à tout maîtriser, était soudain impuissant, perdu dans son propre domaine. Il arriva au banc de pierre où elle s'était effondrée, un sanctuaire de chagrin maintenant désert. La pierre était encore froide, mais il lui sembla sentir la trace de sa présence, un écho de sa souffrance dans l'air nocturne. Il appela son nom, une seule fois,
sa voix se brisant dans le silence. Seul le murmure du vent dans les ifs lui répondit, un son moqueur qui soulignait son abandon. Il comprit alors avec une clarté brutale l'étendue de sa faute. Il ne l'avait pas seulement laissé sans défense, il l'avait poussé à fuir, à retourner dans le néant d'où il l'avait tiré, et la pensée de la perdre dans cette obscurité qu'il avait lui-même créée était une torture insupportable. Une blessure béante dans son orgueil et, il le réalisait maintenant, dans son cœur. Élodie, quant à elle, avait couru bien au-delà des jardins. Guidée par un instinct de survie aiguisé par des années de misère, elle avait trouvé une petite porte de service, laissée entr'ouverte par un jardinier négligent. Glissant à travers comme une ombre, elle s'était retrouvée dans les rues endormies qui bordèrent le palais, un monde à des lieues de l'opulence qu'elle venait de quitter. Le velours de sa robe de bal se salissait sur le pavé humide, un rappel absurde de son statut déchu. Elle arracha les bijoux de ses cheveux et de son cou, les laissant tomber dans une bouche d'égout, se dépouillant de sa fausse identité avec une urgence fébrile. Elle n'était plus une princesse, elle n'était plus rien. Elle marcha sans but pendant des heures, le froid de la nuit s'infiltrant dans ses os, cherchant non pas un abri, mais l'anonymat le plus total, le retour à une invisibilité qui était sa seule véritable protection. La douleur de la trahison d'Antoine était un feu glacial dans sa poitrine, plus cruel encore que la faim ou le froid qu'elle avait connu. Les jours suivants au palais furent un chaos silencieux et maîtrisé. Le prince Antoine lança des recherches discrètes, utilisant ses gardes les plus loyaux pour quadriller Paris sans alerter la cour curieuse et malveillante. Chaque rapport négatif était un coup de poignard supplémentaire. Il ne dormait plus, arpentant les couloirs de ses appartements. Le visage d'Élodie au moment de sa fuite gravé dans sa mémoire. Il se revoyait, figé dans son silence lâche, et la haine de lui-même le consumait. Il annula toutes ses audiences, s'enferma dans son bureau, négligeant les affaires du royaume qui lui semblaient soudain futiles et vides de sens. La duchesse Isabelle tenta de le voir, triomphante, mais il la fit chasser avec une fureur qui glaça le sang de ses serviteurs. Son absence avait créé un vide immense, non seulement dans le rôle de princesse qu'elle devait tenir, mais dans l'air même du palais. Il respirait son absence, il la sentait dans chaque silence, dans chaque pièce trop grande et trop froide. Pendant ce temps, Élodie avait trouvé refuge. Elle avait échangé sa somptueuse robe contre quelques pièces et des vêtements simples auprès d'une prêteuse sur gage qui n'avait pas posé de questions. Avec cette maigre fortune, elle avait loué une chambre minuscule au-dessus d'une boulangerie dans le quartier populaire de Montmartre, un labyrinthe de ruelles où personne ne songerait à chercher une princesse. Elle se fit passer pour une veuve venue de province et offrit ses services au boulanger en échange d'un peu de pain et de chaleur. Ses journées commençaient avant l'aube, ses mains, autrefois destinées à porter des joyaux, plongeant dans la farine et pétrissant la pâte. Le travail physique était épuisant, mais il était aussi une bénédiction, car il anesthésiait son esprit et calmait le tumulte de son cœur. Elle se reconstruisait une vie simple, anonyme, s'efforçant d'oublier les yeux bleus et la trahison qui la hantait encore dans le silence de ses nuits solitaires. Un mois s'écoula. Un mois de silence, de distance, un abîme qui se creusait entre leurs deux mondes. Au palais, la disparition de la princesse était devenue un secret de polichinelle, un scandale étouffé. La plupart supposaient et espéraient qu'elle était partie pour de bon. Mais Antoine refusait d'abandonner. Un soir, bravant l'interdit qu'il s'était lui-même imposé, il entra dans les appartements d'Élodie. Tout était intact, comme si elle venait de partir. Un livre était resté ouvert sur une table, un ruban de soie posé sur sa coiffeuse. Il s'assit sur le bord de son lit, l'air encore imprégné de son parfum subtil de lavande et de courage. C'est là, dans cette solitude poignante, que le mur de son orgueil s'effondra complètement. Ce n'était plus le devoir qui le guidait, ni la honte. C'était un manque, une douleur sourde et constante. Il comprit qu'en la laissant partir, il avait amputé une partie de lui-même, la seule qui ait jamais été authentique. Il ne cherchait plus une princesse, mais la femme qui, sans un mot, lui avait montré la vacuité de sa propre existence. La décision fut prise dans le silence de cette chambre vide. Les recherches officielles n'avaient rien donné. La cour et ses espions étaient inutiles dans le monde d'où elle venait. Antoine fit donc appel à un homme que son père avait autrefois utilisé pour les affaires délicates, un ancien inspecteur de police qui connaissait les entrailles de Paris mieux que quiconque.
Pendant des jours, l'homme fouilla les bas-fonds, les marchés, les prêteurs sur gage. À Montmartre, Élodie continuait sa routine, mais un trouble nouveau s'était installé en elle, de légers vertiges matinaux qu'elle mettait sur le compte de la fatigue. Puis, un soir, l'inspecteur revint au palais. Il n'avait pas trouvé Élodie, mais il rapporta une information capitale. Une épingle à cheveux, ornée d'un petit saphir correspondant à celle qu'elle portait au dîner d'État, avait été vendue par une prêteuse sur gage du quartier de Montmartre. C'était la première piste tangible, le premier fil reliant leurs deux mondes. Antoine fixa le poing sur la carte de Paris, son cœur s'emballant d'un mélange de peur et d'espoir. Il allait la retrouver. Sans attendre l'aube, le prince Antoine quitta le palais par une porte dérobée, vêtu non pas de ses atours princiers, mais d'un simple manteau de voyage sombre qui le fondait dans l'anonymat des ombres. Il n'emmena qu'un seul garde, un homme de confiance aussi silencieux que la nuit. Pour la première fois de sa vie, il se déplaçait sans escorte, sans le poids de la couronne, mu par une urgence qui n'avait rien à voir avec le royaume, mais tout à voir avec le vide béant dans son âme. Chaque cliquetis des sabots de son cheval sur les pavés de Paris était un battement de son propre cœur, une course contre le temps et contre la possibilité qu'il soit déjà trop tard. Il n'était plus un souverain en quête d'un bien, mais un homme cherchant la seule chose qui avait donné un sens inattendu à sa prison dorée. La piste de Montmartre était fragile, un fil d'espoir dans un océan de regrets, et il s'y accrochait avec la force du désespoir. Il arriva dans le quartier de Montmartre alors que la lune jetait une lumière blafarde sur les toits enchevêtrés et les ruelles sinueuses. L'air y était différent, chargé de l'odeur de la pauvreté, du charbon et de la vie grouillante, si loin de l'atmosphère aseptisée du palais. Antoine descendit de cheval, laissant son garde en retrait, et s'enfonça à pied dans ce labyrinthe inconnu. Il interrogea des ombres qui se hâtaient dans la nuit, des marchands qui fermaient leurs échoppes, montrant non pas un portrait, mais décrivant une jeune femme aux yeux bruns, emplie d'une dignité farouche. Il offrait de l'or mais ne recevait que des regards méfiants ou ignorants. Il sentit le poids de son impuissance, réalisant que son pouvoir et sa richesse ne valaient rien ici. C'était le monde d'Élodie, un monde où il était l'étranger, l'intrus. La frustration et la peur le rongeaient, mais il persévéra, arpentant chaque ruelle, scrutant chaque fenêtre éclairée. C'est une odeur qui le guida finalement, une fragrance chaude et réconfortante de pain frais sortant du four, un parfum de foyer et de simplicité qui flottait dans l'air glacial de la nuit. Son instinct le mena vers une petite boulangerie dont la vitrine embuée luisait d'une lueur dorée. Il s'arrêta de l'autre côté de la rue, caché dans l'embrasure d'une porte, le cœur battant à tout rompre. À travers la buée, il la vit. Élodie. Elle n'était pas vêtue de soie, mais d'une simple robe de laine, un tablier noué à sa taille, une mèche de cheveux rebelle collée à sa tempe par la sueur. Ses mains, autrefois si délicates, étaient recouvertes de farine, pétrissant la pâte avec une force et une concentration qui le clouèrent sur place. Elle était vivante, elle était là, et dans ce geste simple et laborieux, il vit une beauté et une noblesse plus grandes que toutes celles qu'il avait côtoyées à la cour. Il la regarda travailler, incapable de bouger, submergé par une vague de remords et d'une admiration douloureuse. Après un temps qui lui parut une éternité, il traversa la rue, son ombre s'étirant devant lui sur les pavés humides. La petite cloche au-dessus de la porte de la boulangerie tinta, un son cristallin qui brisa le silence de la nuit et de son monde à elle. Élodie leva la tête, ses yeux s'écarquillant de stupeur en le voyant. La surprise initiale laissa place à une peur glaciale, puis, presque instantanément, à une froideur protectrice qui durcit ses traits. Elle fit un pas en arrière, ses mains enfarinées se crispant, comme pour se défendre. Le contraste entre eux était saisissant. Lui, sombre et immense dans l'encadrement de la porte, apportant avec lui le monde de pouvoir et de douleur qu'elle avait fui. Elle, baignée dans la lumière chaude du four, une figure de résilience simple et acharnée. Le temps se suspendit dans le parfum du pain chaud, un silence dense et lourd s'installant entre eux, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit, de toute la souffrance de cette nuit de trahison. Il fit un pas à l'intérieur, refermant doucement la porte derrière lui pour les isoler du monde. Sa voix, quand il parla enfin, n'était pas celle d'un prince donnant un ordre, mais un murmure rauque brisé par l'émotion. Élodie. Son nom, prononcé dans ce lieu humble, semblait à la fois sacré
et sacrilège. Il ne tenta pas de s'approcher davantage, respectant la distance qu'elle avait instinctivement mise entre eux. Je suis venu vous chercher, pour vous ramener. » Il vit le défi s'allumer dans ses yeux et il se hâta d'ajouter, les mots se bousculant dans sa gorge avec une urgence désespérée. « Non pas au palais, mais à moi. J'ai eu tort. Mon silence ce soir-là, ce fut l'acte le plus lâche de ma vie. Je vous ai abandonné et chaque jour depuis, ce silence m'a hanté. Je ne suis pas venu réclamer une princesse, mais demander pardon à la femme que j'ai blessée plus que quiconque. C'était une confession brute, une mise à nu de son âme orgueilleuse. Elle le fixa, son expression indéchiffrable. La colère était toujours là, mais elle était maintenant mêlée à une confusion palpable. Ces mots l'avaient touché. Il le voyait dans le léger tremblement de ses lèvres, dans la façon dont son regard vacillait. Elle avait construit une forteresse autour de son cœur, mais il venait d'en trouver la première fissure. Elle ne répondit pas tout de suite, le silence s'étirant, pesant. Elle se détourna de lui, retournant vers son plan de travail, comme pour se raccrocher à la réalité tangible de sa nouvelle vie. Pourquoi devrais-je vous croire? Sa voix était basse, mais ferme, sans la moindre trace de la peur qu'elle avait ressentie auparavant. La dynamique venait de changer. Il n'était plus le maître tout-puissant. Il était un suppliant, et elle, la mendiante, tenait désormais son destin entre ses mains enfarinées. Il resta immobile, sachant que la prochaine parole, le prochain geste, déterminerait s'il la perdrait pour toujours ou s'il aurait une infime chance de tout reconstruire. Il resta immobile, acceptant le poids de sa question, sachant que sa réponse ne pouvait être une simple excuse, mais une confession totale, une mise à nu de son âme vide. « Vous devriez me croire », commença-t-il, sa voix un murmure rauque qui luttait contre son propre orgueil brisé, « parce que le palais sans vous est devenu un tombeau. Chaque pièce dorée, chaque couloir silencieux n'est que le reflet de ma propre vacuité. J'ai cru que je vous avais arraché à la misère pour vous enfermer dans une cage, mais la vérité, c'est que j'étais le seul prisonnier. Vous, avec votre dignité silencieuse, votre force tranquille, vous étiez la seule chose réelle entre ces murs. Votre absence n'a pas seulement laissé une suite vide, elle a creusé un gouffre en moi, me forçant à voir que mon royaume, ma couronne, mon nom, ne sont rien sans un cœur pour leur donner un sens. Je ne suis pas venu vous chercher par devoir, Élodie. Je suis venu parce que l'air que je respire n'a plus de goût depuis que vous êtes parti. » Élodie écoutait, son corps tendu comme une corde de violon, chaque mot d'Antoine s'infiltrant à travers les défenses qu'elle avait si péniblement érigées. Ses mains, couvertes de la poussière blanche de la farine, se crispèrent sur le bord de la table en bois. C'était la vie qu'elle s'était refaite, une vie de labeur honnête où la chaleur du four valait plus que toutes les pierreries du trésor royal. « Des mots », répondit-elle, sa voix basse mais vibrante d'une douleur contenue. « Vous m'avez abandonné à la meute, vous m'avez regardé me noyer dans l'humiliation, et votre silence était votre consentement. Vous ne savez rien de ce que c'est que d'être dépouillé de tout, puis d'être à nouveau traité comme un objet que l'on peut jeter après usage. Cette vie ici, dit-elle en désignant la boulangerie de ses mains enfarinées, elle est simple, elle est dure, mais elle est à moi. Personne ne me la donne et personne ne peut me la reprendre. Pourquoi devrais-je risquer de perdre cela pour retourner dans une cage, même si le geôlier vient avec des promesses de remords? » Il fit un pas de plus vers elle, si près maintenant qu'il pouvait sentir la chaleur émanant d'elle et du four derrière elle. La douleur dans sa voix était une lame qui lui transperçait le cœur. Il ne se défendit pas, n'argumenta pas. Il accepta la vérité de ses accusations. « Vous avez raison, » dit-il, et ces 3 mots lui coûtèrent plus que n'importe quelle bataille. « J'ai été un lâche. J'étais terrifié, non pas par la cour, non pas par ma tante, mais par vous. Parce que vous réveilliez en moi une émotion si étrangère à mon monde de devoirs et de protocoles que j'ai préféré la tuer plutôt que de l'affronter. Mais elle n'est pas morte. Elle a grandi dans le silence de votre absence. Laissez-moi vous prouver que je ne suis plus cet homme. Ne revenez pas dans une cage. Revenez pour construire un foyer. Donnez-moi une chance, une seule, de me racheter. Pas en tant que prince, mais en tant qu'Antoine, l'homme qui vous a trahi et qui passerait le reste de sa vie à mériter votre pardon. » Son regard plongea dans le sien, cherchant la moindre trace de duplicité, mais il n'y trouva qu'une vulnérabilité brute, une agonie sincère qui faisait écho à la sienne. Lentement, il tendit la main vers elle,
non pas pour la saisir, mais comme une offrande, une paume ouverte attendant un verdict. Son geste était hésitant, presque timide. Élodie regarda cette main, une main qui avait signé le contrat qui l'avait condamné, une main qu'il avait ignorée dans sa plus grande détresse. Puis elle leva les yeux vers son visage et vit une larme solitaire tracer un sillon sur sa joue. C'est cette larme, ce signe ultime de son armure brisée, qui fit céder la dernière de ses résistances. Très lentement, elle leva sa propre main, encore couverte de farine, et la posa dans la sienne. Le contact fut un choc électrique, la rencontre de deux mondes, la poussière du travail honnête se mêlant à la police du pouvoir repenti. Elle ne dit rien, mais son geste était une réponse plus puissante que tous les mots. Un immense soulagement parcourut Antoine, si puissant qu'il dut fermer les yeux un instant pour le contenir. Il resserra doucement sa prise sur sa main, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Nous ne retournerons pas comme avant », murmura-t-il, sa voix pleine d'une nouvelle détermination. « Vous ne serez plus une ombre dans le palais. Vous serez sa lumière. Nous affronterons la cour ensemble. Votre voix sera entendue. Votre place sera incontestée. Je ne vous demande pas de jouer un rôle. Je vous demande de régner à mes côtés, Élodie. Pas comme une princesse de circonstance, mais comme ma femme, mon égale, ma reine. Laissez-moi vous montrer le respect et l'admiration que je n'ai pas su vous donner. Laissez-moi réparer ce que j'ai brisé. » Son plan n'était plus de la cacher, mais de l'élever, de faire de sa force et de sa dignité le nouveau fondement de son règne et de leur vie. Il la regardait, attendant sa confirmation verbale, son cœur suspendu à ses lèvres. Elle hocha la tête, un mouvement presque imperceptible, mais qui scellait leur avenir. Un faible sourire, le premier qu'il voyait, effleura ses lèvres. « Alors nous rentrerons », dit-elle doucement, sa voix retrouvant une clarté nouvelle. Ils restèrent ainsi un long moment, main dans la main au milieu de la boulangerie endormie, tandis que les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer par la vitrine, chassant les dernières ombres de la nuit et de leur cœur. Le retour au palais ne serait pas facile, il serait une bataille. Mais pour la première fois, ils la mèneraient ensemble. Les mois qui suivraient seraient le véritable test de leur promesse, une période de reconstruction lente et patiente, menant à la consécration finale de leur union. L'héritier qui grandissait déjà en elle, à son insu, ne serait plus le sceau d'un contrat brisé, mais le symbole vivant d'un amour né des cendres de l'orgueil et du pardon. Si le chemin de la rédemption d'Antoine et la force d'Élodie vous ont ému, montrez-nous votre soutien en aimant cette vidéo et en la partageant. Quelle partie de leur histoire vous a le plus touché jusqu'à présent? Dites-le nous dans les commentaires. Votre engagement nous inspire à créer encore plus de récits où l'amour triomphe du devoir. Ne manquez pas la suite de leur destin et abonnez-vous pour être les premiers à découvrir comment ils affronteront la cour. Nous sommes impatients de lire vos réactions et de vous retrouver pour le prochain chapitre de cette romance royale. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage intense et émouvant. Le retour au palais ne fut pas un conte de fées, mais le début d'une révolution silencieuse. Guidée par la main ferme d'Antoine, Élodie ne marcha plus comme une ombre, mais comme une présence affirmée. Les murmures de la cour ne s'éteignirent pas immédiatement, mais ils se heurtèrent désormais au mur infranchissable de la protection du prince. Il ne la quittait plus d'une semelle lors des apparitions publiques, son regard balayant l'assemblée avec un avertissement glacial pour quiconque oserait la défier. La duchesse Isabelle, vaincue et humiliée par le retour triomphal du couple, fut la première à comprendre que le jeu avait changé. Antoine ne cherchait plus à cacher sa femme, il la célébrait. Il organisait des concerts privés pour elle dans les jardins, sachant son amour pour la musique, et passait des heures à lui lire des poèmes dans la bibliothèque. Lentement, la peur dans les yeux d'Élodie fut remplacée par une confiance tranquille, la certitude qu'elle n'était plus seule face à la meute, mais qu'elle avait trouvé un allié, un partenaire, un rempart. Les mois s'écoulèrent, tissant un lien de plus en plus profond entre eux, et le ventre d'Élodie s'arrondit, portant la promesse non plus d'un contrat, mais d'un amour partagé. La naissance de l'héritier, autrefois l'échéance redoutée qui devait sceller son bannissement, devint l'événement le plus attendu de leur vie commune. Antoine transforma l'aile royale en un sanctuaire pour elle, veillant personnellement à son confort, congédiant les médecins trop froids et les servantes trop curieuses. La nuit où le travail commença, il resta à ses côtés, refusant de quitter la pièce, comme le protocole l'exigeait. Il lui tenait la main, lui murmurait des mots d'encouragement.
essuyait la sueur de son front avec une tendresse qui stupéfia le personnel médical. La porte qui avait si longtemps symbolisé leur séparation était désormais grande ouverte, non seulement sur sa chambre, mais sur leur cœur. Ils affrontaient cette épreuve ultime, non comme un prince et sa porteuse, mais comme un mari et sa femme, unis dans la douleur et l'espoir. Lorsque les premiers cris du nouveau-né, un garçon en parfaite santé, résonnèrent dans la chambre aux premières lueurs de l'aube, un silence ému s'installa. Mais Antoine ne regarda pas immédiatement l'enfant que la sage-femme lui présentait. Ses yeux, embués de larmes, étaient rivés sur le visage épuisé, mais radieux d'Élodie. Il se pencha et déposa un baiser sur son front, un geste d'une dévotion si profonde qu'il fit taire toutes les conversations. Puis, se tournant vers les témoins officiels assemblés, sa voix résonna, claire et forte, ne laissant place à aucune ambiguïté. Le contrat est mort ce soir. Il n'y aura aucune annulation. Vous ne voyez pas seulement la mère de l'héritier du trône. Vous voyez mon épouse, ma conseillère, mon cœur. Vous voyez votre reine. Cette déclaration, faite au moment même où l'ancien pacte aurait dû s'accomplir, fut l'acte final de sa rédemption, le sceau indélébile de leur union, non plus de papier et d'encre, mais de chair, de sang et d'amour. La vie reprit son cours, mais sur une mélodie entièrement nouvelle. Le palais, autrefois une prison dorée, devint un foyer. Les journées d'Élodie n'étaient plus rythmées par des leçons d'étiquette, mais par les rires de son fils et la présence constante d'Antoine. On les voyait souvent se promener dans les jardins, le prince poussant lui-même le berceau, son regard ne quittant jamais sa femme et son enfant. La boulangerie de Montmartre ne fut pas oubliée. Par décret royal, elle devint la fournisseuse officielle de la cour. Un rappel permanent et honoré des origines d'Élodie, non plus une source de honte, mais un symbole de sa résilience. La porte entre leurs appartements resta symboliquement ouverte, et bien souvent, Antoine venait s'asseoir au pied de son lit le soir, non par devoir, mais simplement pour la regarder dormir, s'émerveillant de la force tranquille de cette femme qui avait non seulement sauvé sa lignée, mais avait surtout sauvé son âme de la solitude glaciale du pouvoir. La consécration publique eut lieu lors du baptême du jeune prince, une cérémonie d'une splendeur sans précédent. Toute l'aristocratie européenne était présente, y compris une duchesse Isabelle au sourire contraint. Devant l'autel de la cathédrale, après le baptême, Antoine accomplit un geste qui n'était prévu dans aucun protocole. Il prit une seconde couronne, plus délicate mais tout aussi précieuse que la sienne, et la posa doucement sur la tête d'Élodie. « Certains naissent pour régner », déclara-t-il, sa voix amplifiée par l'acoustique sacrée du lieu. « D'autres, comme ma reine, nous apprennent ce que signifie véritablement la noblesse. Elle n'est pas dans le sang mais dans le cœur. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée, scellant la victoire d'Élodie. L'ancienne mendiante de Paris était désormais acclamée, non pas comme la femme d'un prince, mais comme une reine à part entière, son histoire devenant une légende chuchotée dans tout le royaume, celle de la dignité qui avait conquis un cœur de pierre. Un soir, bien après que les célébrations se soient tues, ils se tenaient sur le balcon de leurs appartements, regardant les lumières de la ville endormie. Leur fils dormait paisiblement à l'intérieur. Antoine prit la main d'Élodie dans la sienne, cette main qui avait connu la misère de la rue et la farine de la boulangerie, et la porta à ses lèvres. « Te souviens-tu du premier soir de mon mépris » murmura-t-il. Elle hocha la tête sans tristesse. « Je me souviens aussi de l'homme qui a traversé Paris pour retrouver une part de lui-même. » Il la serra contre lui, son menton posé sur ses cheveux, respirant son parfum. Le contrat avait exigé un héritier pour le trône, mais le destin leur avait offert un amour qui avait bâti un royaume dans leur cœur. Si leur voyage vous a transporté, partagez dans les commentaires le moment qui a le plus fait battre votre cœur et n'oubliez pas de regarder notre prochaine histoire. Leur amour n'était plus un secret de palais, mais la lumière qui guidait désormais tout un royaume.